Et voilà, nous y sommes. Salut Pierre, je veux d'abord te souhaiter la bienvenue, te remercier de ta présence. Comme je disais, tu es quelqu'un qui est à suivre absolument, hein. Donc j'invite Thomas vous a affiché l'adresse du compte Twitter de Pierre, d'aller le suivre son compte. Il commente un petit peu comme je fais, il commente l'actualité américaine avec une réelle expertise. Tu es professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Tu es aussi chroniqueur pour le Journal de Montréal où justement tu écris sur la politique américaine. Et ce qui est intéressant et ce qui te donne toute ta légitimité en plus, c'est que tu as commencé à écrire sur l'ascension, en étant plein dans les primaires républicaines de Donald Trump en 2015. Et avant de te laisser la parole, je vous invite, chers spectateurs, à vous procurer le livre de Pierre, L'Amérique sous tension, parce que non seulement, et ça je trouvais que c'est, donc Pierre, je trouve vraiment que c'était une forme extrêmement intelligente et intéressante, c'est que tu as rassemblé certaines de tes chroniques par thème, pas de manière simplement chronologique. Et en plus, à chaque fois, hein, c'est une publication récente, tu les as remis dans le contexte de ce qui s'est passé et le contexte actuel. Donc, c'est pas simplement une collection de chroniques, c'est un vrai livre sur cette Amérique que je vous raconte dans la chute, que nous avons vu changer sous Trump, qui continue à évoluer sous Trump et qui continuera à évoluer par le fait de Trump, qu'il gagne ou qu'il perde en novembre. Voilà, c'était ma petite présentation. Je te laisse 30 secondes à parole. Est-ce que tu peux nous justement revenir à l'origine de tes premiers papiers sur Donald Trump en 2015? Je pense qu'on est au printemps 2015. On est vraiment au début de la campagne des primaires. C'est ça, hein? Oui, alors tu parles probablement des papiers que qu'on souhaiterait oublier, ceux qu'on souhaiterait cacher et ne pas dire à tout le monde que, par exemple, dès les tout débuts de la campagne de Trump, j'avais dit il sera jamais choisi candidat républicain, il sera jamais élu. Donc j'avais osé même euh, parler d'une probabilité de zéro. Alors ça a été une grande leçon d'humilité. En politique, il n'y a jamais rien d'impossible. Il faut toujours exprimer les choses en termes de probabilité. Et donc, oui, effectivement, j'avais commencé à suivre cette campagne-là au tout début, semaine par semaine, petit à petit même. En fait, j'étais chroniqueur politique général au Journal de Montréal. Je faisais de la politique québécoise, la politique canadienne, internationale, toutes sortes de choses. Je faisais un blog aussi qui était assez fréquent. Et petit à petit, les choses ont tourné. Je me souviens d'un jour où mon éditeur ou le rédacteur en chef m'appelle et dit, Pierre, ça vous dirait pas juste de vous concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'intérêt et comme évidemment j'étais moi, je suis spécialiste des États-Unis. Je suis donc professeur de sciences politiques. J'enseigne les cours sur la politique américaine depuis plus d'une vingtaine d'années. Avant ça, bon, j'enseignais dans le domaine des relations internationales, de l'économie politique internationale et tout, mais euh, j'ai fait mes études doctorales aux États-Unis. J'ai tout de suite vraiment euh, été saisi par tous les détails du système et de comment les politiques sont mises en place, etc. Et donc, quand on m'a offert de dire, bon, on pourra faire la chronique presque exclusivement sur les États-Unis, je me suis dit, oh, pourquoi pas, quelle belle occasion. Et en plus, on me donnait plus de mots à écrire que dans l'autre chronique. Alors, pour quelqu'un qui a de la difficulté à s'en tenir au nombre de mots, c'est toujours un bon choix. Alors, c'est ça. Donc, j'ai commencé en 2015. J'ai fait beaucoup de prédictions qui se sont pas avérées, mais petit à petit, je pense que j'ai essayé d'apprendre de ces erreurs-là, de voir comment, à quel point le phénomène Trump était quelque chose de profond dans la société américaine, quelque chose qui nous appelait à une réflexion, à tenter de comprendre ce qui se passait.
et en même temps à tenter de comprendre dans la mesure où on s'est vite rendu compte que le phénomène Trump représentait aussi des risques pour la santé démocratique des États-Unis, des risques même pour nous qui sommes voisins, alliés des États-Unis, qu'on parle du Québec, du Canada ou de la France, euh, euh, le, les virements, le virage de la politique étrangère et donc de la politique d'alliance que représente la politique de Trump est aussi quelque chose qui est très important pour nous, donc dans sa dimension internationale. Donc tout ça, ça nous force à réfléchir, mais à réfléchir vite aussi, à réfléchir jour après jour, semaine après semaine, essayer de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Et donc, ça me fait plaisir de rejoindre l'équipe de William ici, un nouveau public pour en discuter avec vous. Et puis je pense que notre communauté va adorer. Tu viens de dire quelque chose qui est extrêmement intéressant sur cette espèce d'évolution et qu'on retrouve dans tes chroniques. Et puis rassure-toi, l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et d'apprendre. Moi, de mon côté, j'étais assez convaincu que Trump allait gagner parce qu'il y avait d'abord un rejet. Je me rappelle c'était une année où on avait traversé pas mal de l'Amérique et il y avait un rejet très fort d'Hillary Clinton. Mais le jour de l'élection, me basant sur des informations qui étaient soi-disant, comment dire ça, insider, des informations qui venaient de l'intérieur de la campagne de Clinton et qui étaient fausses, ce que je ne savais pas, j'avais basculé en disant bon, c'est Clinton qui va gagner. Les premiers résultats sortis des urnes vont dans ce sens-là. Finalement, c'était Donald Trump. Et donc, ce qu'on se rend compte, et c'est en fait ce que tu viens de raconter, et c'est une évolution qu'on a tous vécue lorsqu'on a suivi la politique américaine dès 2015, c'est qu'il y a cette évolution de cette espèce de personnage qui est un showman, qui est presque un clown, hein, c'est presque les termes que l'on emploie, à quelqu'un qui devient, une fois qu'il a le pouvoir, extrêmement dangereux et avec le sentiment que s'il est réélu en novembre prochain, élu à nouveau, hein, il y aurait eu un mandat au milieu, il sera encore plus dangereux. Et c'est cette, avec le recul, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est cette évolution-là qui est la plus troublante en me disant est-ce qu'on a raté quelque chose? Dans une de tes premières chroniques, tu racontes comment il a déjà essayé d'être candidat en 98, en 2000, je ne me rappelle plus, mais plusieurs années il a songé, puis il a décidé. Mais je me dis, est-ce qu'on a vraiment raté le truc? De se dire voilà, on a vu qu'un clown qui arrivait dont on parlait plus des cheveux que d'autres choses, et finalement, alors que c'est un vrai dictateur en puissance qui est dangereux pour toutes les relations, et que vous, en termes de voisins des États-Unis, vous voyez arriver avec beaucoup d'inquiétude. Est-ce que tu penses qu'on a raté quelque chose, ou c'est à l'épreuve du pouvoir que Trump a profondément changé? Il y a beaucoup de choses dans la question, mais je pense que pour en venir au tout début, pour commencer, je pense qu'on n'a pas besoin de se morfondre avec les prédictions erronées, etc. Qu'on a prédit les choses d'un côté ou de l'autre. Entendons-nous, le résultat était tellement serré en 2016 que les gens qui se sont trompés d'un côté ou de l'autre, à mon avis, on peut pas leur donner un gros blâme. L'élection, euh, c'est-à-dire, Mme Clinton a quand même gagné 3 millions de votes de plus que lui. Par contre, Trump a su saisir un état d'esprit dans une région bien spécifique des États-Unis euh, qui lui a permis de mobiliser un électorat nouveau par-dessus l'électorat partisan républicain qui lui était déjà gagné pour aller chercher justement ces quelques États de plus qui lui ont permis de passer la rampe en 2016. Et
Euh, bon, ce faisant, bon, il a révélé, comme tu as dit, un style de politique et une espèce de euh, tendance vers l'autoritarisme, mais qui s'est jamais vraiment entièrement révélé, sauf probablement le 6 janvier 2021. Hein. Il faut quand même pas négliger le fait qu'il y a eu tout ce processus de d'abord de dévalorisation du vote, donc pour miner la confiance des électeurs envers leurs institutions, puis ensuite de tenter de renverser un vote qui aurait peut-être pu marcher. La probabilité que ça fonctionne était infime, mais il a quand même essayé et ça a donné ce que ça a donné. On aurait pu croire à ce moment-là que les Américains auraient compris la leçon, qu'ils auraient pu se rendre compte à qui ils faisaient affaire. Par contre, il y a dans le jeu politique américain aussi du fait qu'une bonne partie de l'électorat est très détachée, très peu intéressée à la chose politique, assez finalement s'en tient à des phénomènes de surface et il s'est gagné une telle, il a gagné un tel contrôle sur le bloc du Parti républicain qui l'a suivi, qu'il a été capable de noyauter le Parti républicain à partir dès son arrivée au pouvoir, dès son arrivée en politique, mais encore plus à partir de 2021, et de s'emparer de ce qui est considéré comme normal en politique américaine. C'est-à-dire que, oui, le système bipartisan, les Américains considèrent que c'est normal et donc que celui qui est choisi comme candidat du grand parti républicain est immédiatement considéré comme un politicien normal, même si Donald Trump a été tout sauf normal pendant toute la durée de son cheminement politique. Et c'est ça le problème. Donc, il a transformé l'essence d'un parti qui était traditionnellement tout à fait légitime et avait des politiques à proposer qui étaient correctes. Il a saisi aussi le fait que à l'intérieur de ce parti-là, il y avait un bloc d'électeurs qui était très réceptif au genre de message qu'il a passé. Aujourd'hui, on se trouve dans la situation où cette normalité ou cette illusion de normalité lui donne une grande légitimité démocratique, force dans une certaine mesure les médias à le traiter comme s'il était un candidat comme les autres. Et ça a été le grand problème là, du jeu politique américain depuis son arrivée il y a maintenant presque 10 ans. Non, nous sommes complètement d'accord. C'est sa grande réussite, c'est que il a compris comment rassembler une base qui est à la fois populaire et qui parfois ne votait pas ou ne votait plus, et en même temps de devenir ce candidat officiel du Parti républicain dans ce système de bipartisme. Et du coup, les médias ont été d'abord amusés par le personnage, et puis après, d'après moi, et on l'a vu, pour moi, c'est après le 6 janvier, et c'est ce qui a permis aussi son retour. Ils ont continué à le traiter comme un candidat comme les autres, alors que, au contraire, et ça paraît peut-être fou de le dire, mais depuis 2021 et surtout depuis 2022, lorsque il a vu les affaires se rapprocher, il s'est encore plus radicalisé dans son discours. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est, on va parler évidemment de Trump, mais c'est surtout Kamala Harris. On va faire une petite pause de quelques secondes et puis on se retrouve pour parler justement des défis qui attendent Kamala Harris. À tout de suite.
Voilà, nous revoilà dans la chute pour donc maintenant évoquer les défis qui font face à Kamala Harris, des défis qui deviennent complètement concrets. Comme je vous l'ai dit, on est à 95 jours de la campagne et quelques minutes avant que nous passions en direct, le Parti démocrate qui avait commencé hier un vote virtuel pour rassembler le nombre de délégués suffisant pour que, en attendant la convention, Kamala Harris devienne déjà la candidate du Parti démocrate, a publié ses résultats. Kamala Harris a suffisamment de délégués autour d'elle. Elle vient de publier son compte Twitter, vient de publier un tweet pour se féliciter de ce ralliement rapide du Parti démocrate, en expliquant que la semaine prochaine, donc à partir du 19 août exactement, elle acceptera la nomination du Parti démocrate à la convention. C'est quelque chose qu'on va suivre. Et justement, aujourd'hui, Pierre, si je t'ai invité à venir nous parler, c'est parce que il y a 2 jours, tu as publié une chronique très intéressante, comme d'habitude, tu vas me dire, mais une chronique très intéressante dans le Journal de Montréal sur justement qui titre, donc Thomas nous la montre, Kamala Harris a du pain sur la planche, je vous invite à aller la lire, qui justement part de la situation où nous en sommes aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un début de campagne qui est réussi, hein, surtout que dans un calendrier extrêmement resserré. Ça fait 10 jours, 11 jours que Joe Biden a décidé de laisser tomber la campagne et d'être remplacé par Kamala Harris. Donc on l'a vu hier, on l'a encore vu aujourd'hui, il y a des nouveaux sondages qui sont sortis où elle devance désormais Donald Trump. Et il y a eu les levées de fonds, je ne sais pas si tu as vu passer les chiffres officiels. Donc d'un côté, il y a eu d'abord Donald Trump qui s'est félicité que sa campagne avait, en mois de juillet, avait levé 139 millions de dollars, qui est une belle somme, qui est une grosse somme d'habitude parce que, il y a eu 2 événements. D'abord, il y a eu la convention républicaine, donc c'est un moment où ça permet de faire entrer des fonds. 2, il y a eu quand même une tentative d'assassinat contre Donald Trump, qui a été aussi une machine à lever des fonds, et donc il met en avant ce chiffre-là, et en même temps, on apprend les chiffres de levée par Kamala Harris, par la campagne, et on est à plus du double, presque le triple de ce que Donald Trump a levé. Et la campagne Biden-Harris, maintenant, est la première campagne à avoir déjà levé plus de 1 milliard de dollars. Donc, il y a ce succès. Et ton papier est intéressant parce qu'il dit, voilà, ça c'est une réalité. Objectivement, c'est un super bon départ, mais c'est maintenant que le travail commence, parce que c'est maintenant que les défis arrivent, et tu commences, et on va parler de ça tout de suite, tu commences en disant, voilà, la première chose que doit réussir Kamala Harris, c'est se définir. Ça veut dire quoi, se définir, pour quelqu'un qui en fait est au pouvoir depuis plusieurs années? Ça veut dire quoi? Ça veut dire se représenter devant l'opinion publique, présenter son programme. Comment tu expliques ce concept de se définir? Ben, se définir, d'abord, c'est... premièrement, il ne faut pas surestimer la quantité d'informations que chaque électeur américain peut emmagasiner au sujet des principaux personnages politiques. Là. Donc, oui, Kamala Harris a été visible, elle a été présente, elle était vice-présidente, et donc les gens la reconnaissent relativement facilement. Mais à la question qui est Kamala Harris, la plupart des électeurs américains ont des réponses relativement floues. Et donc, se définir, c'est quoi? Ben, c'est de donner une réponse immédiate à ce genre de questions-là pour que l'électeur puisse immédiatement associer le visage, le personnage à un contenu, à un fond, à
quelque chose de plus substantiel. Maintenant, se définir, c'est important au début de campagne parce que là, on a eu cette introduction d'une nouvelle candidate et la course, elle doit se faire entre la campagne de Harris et la campagne Trump qui, de part et d'autre, vont tenter de fixer à l'image de Kamala Harris une idée, quelque chose qui la définit. Donc, pour ce qui est de la campagne de Harris, on a été assez... on a eu des premières publicités qui ont mis l'accent sur cette femme qui a eu une carrière de procureur, bon, d'avocate, de procureur, puis ensuite de procureur général de la Californie, une espèce de ministre de la Justice du plus grand État des États-Unis. Et dans ce rôle-là, elle avait quand même déjà assez bien réussi à se définir comme quelqu'un qui fonçait, comme quelqu'un qui n'avait pas peur de s'en prendre aux criminels, aux fraudeurs, aux gens qui avaient été accusés de violences domestiques, de violences sexuelles, etc. Et donc, sa campagne a choisi de la définir, ils ont choisi le terme « fearless », sans peur. Donc, la présenter comme une fonceuse, comme quelqu'un qui est qui a cette énergie qui manquait à l'image de Joe Biden. Et du côté des républicains, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on a trouvé de dire que c'est une politicienne de gauche qui vient de San Francisco, qu'on a présenté dans les tout débuts comme une radicale de gauche. Donald Trump est même allé jusqu'à dire qu'il était la personne la plus à gauche de toute l'histoire des États-Unis. Écoutez, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Elle n'est pas si à gauche que ça. Et moindrement qu'on a fait attention à la politique américaine au cours des dernières années, par exemple, pourquoi elle avait eu de la difficulté à se positionner en 2020 dans la course à l'investiture démocrate? Parce qu'elle avait de la misère à rejoindre la gauche du parti, qui la trouvait trop dure sur les criminels, qui la trouvait trop associée à cette image de Kamala Harris, justement, comme l'image nous montre ici, la procureure, celle qui vraiment est dure sur les criminels. Et maintenant, l'image qui est présentée par la campagne Trump est le fait que Donald Trump lui-même, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir de ses premières semaines de campagne. Contrairement à son habitude, Donald Trump a été incapable de trouver un surnom original, nouveau et évocateur pour se moquer de son adversaire. Parce que, bon, on sait très bien que le seul mode de communication que connaît Donald Trump, c'est l'insulte et la moquerie. Mais il a été incapable de trouver une insulte pour définir Kamala Harris. Et donc, probablement que, et même c'est ce que les sondages nous montrent, la course à la définition d'image, Kamala Harris est en train de la gagner. C'est ça, on a vu qu'il a essayé plusieurs surnoms. Un jour, ça a été pour se moquer de son rire. Un jour, ça a été donc laughing, lying, où chaque fois, en plus, il explique, je sais pas si tu as vu ces images en meeting, il explique comment l'écrire à ses supporters. Et puis, il a essayé que le fait qu'elle était une menteuse. Il a du mal. On est parti sur les questions raciales. On est parti sur le fait que c'était une femme. Cette idée de mettre en avant ce côté radical de gauche, effectivement, il va être, à mon avis, il va se heurter à différentes choses, même s'il va être martelé, et on sait très bien que les milliards de dollars, les centaines de millions de dollars servent à ça, de marteler un concept, et va marquer une partie de l'électorat, mais effectivement, comme tu as très bien précisé, en 2020,
si elle a été rapidement débarquée des primaires démocrates, c'est parce qu'on trouvait elle était trop à droite pour les démocrates, parce qu'elle était proche de la police. Donc c'est un petit peu une attaque bipolaire de dire comment on va sortir tout ça. Et puis je pense que autant ce sont des attaques qui ont fonctionné par le passé. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que dans cette Amérique de 2024, qui a soif, c'était un enseignement de la campagne ces derniers mois, lorsque c'était Biden et Trump, c'est que la majorité des Américains voulaient quelqu'un d'autre. Donc il y a une soif pour la nouveauté, et je ne suis pas persuadé que de dire regardez ce que Kamala Harris a fait en 1995 soit vraiment efficace en 2024. Je pense que le pays a changé. Qu'est-ce que toi qui observes les États-Unis, tu en penses quoi de ça? Ben, je pense que c'est vrai. Je pense que l'arrivée de Kamala Harris a vraiment frappé une bonne corde, dans le sens où les sondages disaient depuis des mois et des mois que les Américains euh, euh, n'aimaient pas le choix qu'on leur présentait. Les Américains trouvaient, et en ce qui concernait Joe Biden, ils disaient nettement, Joe Biden, on n'a rien contre lui, mais il est trop âgé. Il n'a plus l'énergie, il n'a plus la capacité de tenir la présidence pour un autre 4 ans. On veut un démocrate plus jeune. Euh, les électeurs disaient ce genre de choses. Je pense que la proportion des électeurs qui disaient que Joe Biden était trop âgé pour occuper la présidence ou pour un deuxième mandat à la présidence atteint quelque chose autour de 80%. À un moment donné, à partir du moment où on a changé le candidat, ça devait se répercuter à quelque part vers un transfert d'appui. Et c'est ce qu'on a vu dans les sondages de façon assez spectaculaire. Je pense que vous en avez parlé avec mon ami Jean-Marc hier et la semaine passée. Les sondages ont mesuré ça très rapidement, ce changement et ce glissement vers la nouvelle candidate. Et ça a été à plusieurs égards une grande surprise parce que justement, ce qui retenait Joe Biden de ne pas se représenter. Il faut se mettre les choses en contexte. Quand Joe Biden avait fait campagne en 2020, il avait dit qu'il voulait faire le pont avec la nouvelle génération. Beaucoup avaient interprété ça comme une intention de rester pour un seul mandat. Mais, entre autres, à cause du relatif succès de l'élection de mi-mandat en 2022, il a par la suite eu énormément de réticence à admettre que une autre personne pourrait faire aussi bien ou mieux que lui. Et cette réticence-là l'a amené donc à être hésitant, à ne pas prendre la décision qu'il a fini par prendre. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était un trop grand risque de choisir quelqu'un d'autre pour toutes sortes de raisons. Et bon, au point de départ, ça aurait été un trop grand risque d'avoir une convention ou des primaires qui auraient pu diviser les démocrates. C'est possible. Donc, démocratiquement parlant, c'est sûr que ça aurait été la meilleure façon de lui choisir un successeur. À partir du moment où cette option-là n'était plus possible, on a continué même après le désastreux, on n'en reparlera pas, je pense que vous en avez assez parlé du débat d'il y a un mois. Et surtout, à mon sens, c'est même pas tellement le débat lui-même qui a déclenché cette conclusion que Joe Biden n'était plus capable de faire campagne. C'était son incapacité de récupérer la mise dans la semaine ou semaine et demie qui a suivi. Il a été incapable de reprendre. Maintenant, il a continué à dire oui, mais c'est un risque important d'avoir une nouvelle candidate parce que, bon, il y a toutes sortes de
facteurs de risque qui étaient considérés. Mais je pense que ce qu'il oubliait, c'est qu'il y avait une telle demande pour la nouveauté que l'unanimité qu'on a vu se former autour de Kamala Harris est vraiment un reflet de cette demande qui existait à l'intérieur du parti, parmi ses électeurs, et surtout dans l'électorat du centre qui cherchait n'importe quelle solution pour éviter un deuxième mandat de Trump. Et Kamala Harris est arrivée, le parti s'est rapidement rallié autour d'elle, et en prime, elle a quand même assez bien fait. Elle a bien paru, elle a été capable de démontrer cette énergie qu'on cherchait et de fournir ce qui manquait à la campagne de Biden. Et c'est ce qui a vraiment fait que la campagne est vraiment complètement différente de ce qu'elle a été, il y a un mois. Elle a rendu Donald Trump vieux, c'est-à-dire que ce côté qu'on ne voyait pas avant parce que on regardait la vieillesse, la faiblesse de Joe Biden, d'un coup c'est Trump qui apparaît comme ce vieux grincheux, dangereux et étrange, le fameux weird qui est utilisé de partout. Donc ça, effectivement, ça a été un de ses impacts. Donc là, on a vu la nécessité de se définir ou de la définir, et pour l'instant l'échec de la campagne Trump de la définir. On va parler du calendrier, mais avant ça, je voudrais qu'on regarde justement en termes de définition. Il y a les publicités officielles, tu en as parlé, on l'a montré il y a un jour, son premier vrai spot de campagne où elle est définie comme fearless, sans peur. Mais au-delà de ça, il y a toutes ces associations, ces PAC, ces groupements politiques favorables à Kamala Harris, qui eux aussi sortent leur publicité. Et je voudrais vous en montrer une qui est faite par des anciens républicains. C'est pas le Project Lincoln, c'est un autre groupe de républicains contre Donald Trump qui insiste sur ce côté justement que tu nous as présenté de procureur contre le Donald Trump, le condamné. On regarde ça tout de suite. America stands at a crossroads, and the choice this November couldn't be more clear. Do we elect a prosecutor or the felon? Before I was elected vice president, I was an elected attorney general, and I was a courtroom prosecutor before that. As a prosecutor, I specialized in child sexual abuse cases. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. As Attorney General of California, I took on one of our country's largest for-profit colleges that was scamming students. My office filed suit against Corinthian colleges and put it out of business. Donald Trump ran a for-profit college. We're going to teach you better than the business schools are going to teach you. It's going to be a shorter process. It's not going to involve years and years of your life. That was forced to pay $25 million to the students it scammed. And as an attorney general, I held the big Wall Street banks accountable for fraud. We have delivered to California $18 billion in relief for California's homeowners. Donald Trump was just found guilty of fraud on 34 counts. A criminal like Donald Trump must never be allowed to occupy the Oval Office. Vote the prosecutor, not the felon. Donc voilà, donc c'est un groupe Republican Voters Against Trump. Il y a donc le deuxième point que tu mets en avant, et c'est intéressant parce que tu as une approche encore plus profonde de ce moment-là. On en a parlé hier avec Jean-Marc de l'importance de son choix de colistier qui elle va nommer. Et toi, tu vas encore plus loin. Tu dis c'est pas juste pour les effets sur la campagne, mais c'est parce que ce choix va définir sa future administration, va définir en fait les 4 ans qui s'ouvrent à elle. Donc c'est pour ça que c'est un choix extrêmement important. Tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi tu penses que le choix de son VP, et après forcément ça nous amènera à parler un petit peu de J.D. Vance, mais pourquoi le choix de son colistier est un premier indice pour dire voilà ce que je vous propose sur les 4 années à venir. Mm-hmm.
Ben, pour commencer, je vais ici m'aventurer un peu au jeu des prédictions parce que en disant ça, j'avais en tête celui qui s'annonce. Il y a toutes sortes d'indices qui s'accumulent, puis je pense que William les connaît mieux que moi, euh, qui nous pointe du doigt le gouverneur actuel de la Pennsylvanie, Shapiro. Je m'excuse, j'ai de la misère avec les noms des fois de son prénom. Josh Shapiro. Josh Shapiro, pardon. Ouais. Et la nomination d'un gouverneur comme celui-là, et en fait de Josh Shapiro en particulier, va évidemment être un atout pour la campagne, parce que Josh Shapiro est un extraordinaire tribun. On l'a appelé le Barack Obama blanc à certaines et les quelques occasions que j'ai eues de l'entendre en discours, il est vraiment impressionnant et il est très, très efficace. Évidemment, il y a un petit problème du côté identitaire à cause de la difficulté que certains électeurs démocrates ont avec la politique Harris-Biden sur Israël. C'est un juif, c'est un sioniste et donc ça pourrait poser de petits problèmes avec certains secteurs de l'électorat démocrate, mais à mon avis, c'est relativement mineur. Mais là où il va devenir vraiment très utile, en plus d'être le gouverneur qui est probablement un des plus populaires, sinon le plus populaire de l'ensemble des États-Unis, c'est de gagner l'État de Pennsylvanie, mais deux aussi, c'est d'arriver avec sa crédibilité d'une personne qui a géré les choses efficacement, qui a eu un poste exécutif et qui a été capable de trouver des solutions concrètes, bipartisanes très souvent, pour des problèmes concrets dans la vie de tous les jours des gens. Et je pense que d'avoir une personne qui est vraiment un très bon gestionnaire public qui vient compléter la candidature de Harris, parce que Harris n'a pas une longue expérience de gestionnaire. Oui, être vice-président, quand on est vice-président, on est toujours au centre de toutes les décisions, mais on n'est pas celui ou celle qui prend les décisions. Et donc, c'est très différent pour projeter l'image vraiment de l'expérience de gestion, et c'est ce que quelqu'un comme Shapiro va, à mon avis, apporter au ticket démocrate. Également, bon, parmi les choses qu'il a accomplies, il y a aussi cette notion de solutions bipartisanes, des solutions concrètes. Et je suis certain que si les candidats, on va entendre parler de l'autoroute 95, puisque il y a quelques mois, ou je pense que c'est l'année passée, il y a une grande section de l'autoroute 95 qui est la principale, vraiment un des principales artères de circulation de tout l'Est de l'Amérique du Nord qui s'était effondrée autour de Philadelphie. Et le gouverneur de l'État avait pris les choses en main et fait pousser pour qu'on fasse la réparation en quelques semaines, quelque chose qui, dans d'autres contextes, aurait pu prendre des années. Et donc, c'est le genre d'expérience qui va payer en campagne. On va montrer aux gens, avez-vous ce qui s'est passé en Pennsylvanie? Il a pris les choses en main et ça a été réglé en quelques semaines avec l'appui de tout le monde. Et c'est le genre de message qui va être très fort pour définir ce que pourrait être une administration Harris. Donc, cette et en plus, j'imagine, du moins, c'est certain, c'est aussi dans cette définition de cette administration Harris, c'est le fait que c'est un choix de nouvelle génération, c'est-à-dire que avec un Shapiro, même les autres candidats dont on parle, c'est vraiment une volonté de s'inscrire en disant voilà, c'est plus la génération de l'âge de Biden et donc
l'âge de Trump, qui a 78 ans, on passe à autre chose. Il y a un autre point que tu mets en avant et qui évidemment va être essentiel et va être au cœur de l'actualité des prochaines semaines, c'est la manière dont doit se dérouler la convention démocrate. Et tu insistes sur un point qui est vraiment intéressant là aussi, c'est de dire qu'il faut que Kamala Harris arrive à sortir l'idée du référendum entre elle et Trump, donc en gros les messages négatifs contre Trump, et qu'elle se saisisse de cette occasion pour donner sa vision positive de l'Amérique. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une convention de grands partis américains, c'est l'occasion d'orchestrer un message dans une situation où un beaucoup plus grand nombre d'électeurs sont à l'écoute des messages que voudrait transmettre le parti. Donc, revenons il y a quelques semaines, la convention du Parti républicain, elle n'était pas si mal structurée que ça. On a repris les mêmes grands thèmes qui avaient fait la force de Donald Trump dans le passé. Peut-être que il y avait un peu d'auto-plagiat, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a repris des thèmes passés sans vraiment aller très loin dans l'avenir. Donc, Make America Prosperous Again, Make America Safe, Make America Great Again, tous ces thèmes-là, mettaient l'accent sur les différents points qu'on souhaite mettre de l'avant. Les démocrates vont devoir faire ça aussi à leur façon, en donnant à l'électorat non seulement une raison, une explication pourquoi il importe de voter pour Kamala Harris, mais aussi pourquoi il importe de voter pour tous les autres démocrates. Donc, on a ici un parti, on n'a pas seulement un culte. Là. Il faut, les démocrates sont très au fait que si ils ont autant besoin de progresser au Congrès, de progresser donc à la Chambre des représentants, au Sénat et surtout dans les États où ils sont nettement en arrière des républicains. Et pour ce faire, ils doivent projeter une image d'un parti qui ne fait pas seulement que ressasser les défis du passé, mais essaie de présenter les nouveaux défis d'aujourd'hui avec les solutions que eux veulent bien leur donner. Et ça, c'est difficile. C'est pas garanti qu'ils vont être capables de présenter quelque chose d'entièrement nouveau et d'inspirant. Il va falloir regarder ça comme il faut, savoir comment ils vont faire pour à la fois mettre en évidence leur nouvelle candidate et son équipe et trouver une façon de rassembler le parti autour d'un nombre de thèmes qui vont leur permettre d'avancer ce qu'on appelle aux États-Unis en bas du ticket, là, donc en plus de la présidence et la vice-présidence. Et donc, cette définition de ce que le parti a à offrir va être très importante, mais ça permet quand même d'ouvrir une parenthèse. Et c'est un des grands dilemmes, puis il va falloir revenir là-dessus, il va falloir y réfléchir. On est en train de se dire, bon, comment les démocrates ont ce défi de présenter un message pour leur programme de gouverne, comment ils vont faire pour, etc., etc. Mais d'un autre côté, l'autre parti, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que les gens les plus généreux pourraient dire, bon, ils reprennent des thèmes vraiment éculés, ils vont et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est insulter leurs adversaires, se présenter et présenter le bilan de leurs opposants en mentant, en présentant toutes sortes de faussetés pour une vision complètement fausse de la réalité.
Et comment ça qui n'ont pas besoin, eux, d'avoir un message clair et, et inspirant, c'est la grande question. On pourrait être porté à dire que les républicains misent sur cette notion selon laquelle ils sont contre le gouvernement, contre l'État, et finalement, ils n'ont pas besoin de présenter un programme très clair puisque ils sont dans une optique de démolition plutôt que dans une optique de construction. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que ce genre de discours porte? Pourquoi est-ce que le vote par défaut devrait nécessairement revenir aux républicains? Autrement dit, quand je dis le vote par défaut, c'est si à partir d'aujourd'hui, tout le monde rentrait à la maison, personne ne disait rien, on attendait le vote, il est fort probable que les républicains gagnent, puisqu'ils sont ils sont perçus comme l'option par défaut. Si les démocrates font pas tout à la perfection, on peut s'attendre à ce que les gens se retournent vers le Parti républicain. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à retenir, c'est cette différence de standard. Et entre autres, on le voit dans les médias, mais pas que, de cette attente où tu viens de le dire, on attend une perfection du côté démocrate, on a des attentes sur la convention qui est de dire, voilà, il faut que vous réussissiez le lancement de votre candidate, il faut que vous pensiez à toutes les élections qui vont toucher toutes les autres fonctions politiques américaines, il faut une vision pour demain et présentée de manière positive, je suis d'accord avec toi, il faut tout ça. Mais finalement, on n'a pas vraiment attendu, on n'attend absolument pas la même chose du côté de Donald Trump, qui joue sur le fait, c'est le culte de la personnalité, et en plus, c'est de dire, voilà, en fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est de revenir à un temps meilleur qui n'a jamais vraiment existé, mais en gros, le programme politique, c'est ça. Et cette différence de standard dans le traitement et dans l'attente, effectivement, comme tu l'as dit, il facilite toujours les républicains. Et donc, la question est, comment on se sort de ça lorsqu'on est Kamala Harris et qu'on veut battre Donald Trump? Comment on arrive à se sortir de ce traitement différent? Ben, je suis presque obligé de dire que les démocrates ont trouvé une partie de la solution en jouant un peu le même jeu que les républicains jouent. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, les démocrates n'insistent plus autant sur... vous vous souvenez, pendant longtemps, on a voulu définir Donald Trump comme un individu dangereux, antidémocratique, un danger pour la démocratie, un risque pour les États-Unis, etc., etc. Et on amenait avec ça des arguments parfaitement cohérents, mais ça ne prenait pas. Et depuis une semaine ou deux, qu'est-ce qu'on dit? Et surtout, en fait, depuis l'arrivée dans le portrait de J.D. Vance, là, on s'est dit qu'on allait éviter d'en parler, mais il va falloir en parler. On a choisi de présenter les républicains, on a choisi un mot que malheureusement pour mes amis français, je n'arrive pas à traduire de façon assez précise. C'est le mot weird. Les républicains, quand on les regarde... Bizarre, étrange, mais c'est même pas le vrai sens américain. Tu as raison de le souligner. C'est étrange, mais je pense qu'il y aurait tout un exercice à faire pour essayer de saisir comment traduire ça comme il faut. C'est étrange, bizarre, bizarroïde, weirdo, etc. Mais possible à donner la véritable dimension du mot, je suis d'accord avec toi. Mais cette stratégie, bon, je ne sais même pas si c'est une stratégie ou juste un réflexe, ça a marché. Trump, aujourd'hui même, on l'entendait dire, parce que quand on voit Trump qui insiste pour renvoyer à l'adversaire une critique qu'on lui a faite, c'est parce que ça porte, c'est parce que ça a frappé une corde sensible. Et on se croirait dans une cour d'école. Hein? Trump qui dit « Non, je suis pas weird, c'est vous qui êtes weird. »
Mais essentiellement, quand on commence ce jeu-là, et en fait, il y a des gens qui sont allés même encore plus loin en parlant de J.D. Vance et du genre d'idées qu'il peut avoir au sujet de la relation homme-femme, au sujet de la famille, au sujet de l'avortement. Pour lui, par exemple, il dit pas d'avortement en cas de viol ou d'inceste, parce qu'un viol ou un inceste, c'est juste encore un autre mot qui m'échappe en français, inconvenient. Là. C'est quelque chose qui est juste dommage quand ça arrive et il faut vivre avec. Je pense que ça rejoint pas l'Américain moyen ici. L'Américain moyen dit, dans ce genre de situation-là, il y a une solution qui est tout à fait acceptable et jusqu'à récemment légale partout. Bon, le genre donc d'idée qu'a amené Vance dans la campagne, on l'a surnommé non seulement weird, mais on l'a appelé creepy. Et c'est un autre mot que j'ai encore de la difficulté à... Mais ça ajoute à la dimension de bizarre et d'étrange quelque chose d'épeurant. Donc, effectivement, à ce jeu-là, les démocrates, avec une nouvelle image, avec une nouvelle porte-parole qui est capable d'en rire, qui est capable de jouer ce jeu de la répartie assez efficacement, je pense que ça va leur permettre de gagner des points. Et donc, c'est pas pour rien que Donald Trump est en train de rétro-pédaler au sujet du débat et de semer le doute sur est-ce qu'il va participer ou non à un débat, parce que je pense qu'il a peur de débattre Mme Harris. En tout cas, s'il a pas peur, il le dissimule assez mal. Non, non, c'est certain, je suis d'accord avec toi. On a vu encore ce matin dans l'interview qu'il a fait pour Fox News où il dit mais pourquoi je le ferais? Je suis en avance dans les sondages, ce qui est faux. Récemment, Thomas nous a montré la moyenne de 538, moyenne nationale, où désormais il est en retard on le voit, de un point et demi. Hein, c'est vraiment, ça commence à devenir des gros chiffres, alors qu'il y a tout un calendrier favorable qui arrive pour les démocrates. C'est une moyenne, hein, c'est d'autant plus inquiétant pour lui. Et après de dire, mais de toute façon les gens ils me connaissent, pourquoi j'irais faire ça? On sent qu'il n'en a pas envie, mais je pense qu'il n'a plus le choix, parce que justement le retard est en train de se faire et qu'il va en avoir besoin de ces débats-là. On va suivre. Avant de faire une petite pause, il y avait parmi nos spectateurs des propositions de définition du mot weird. C'est ça, donc on va voir ce que nous propose, vas-y Thomas, ce que nous propose le chat. Il y a Isabella qui nous dit lunaire, peut-être. Non, lunaire, il y a un côté presque inoffensif. Un weirdo, il y a un côté malaisant aussi dans cette dimension-là. T'es d'accord, Pierre, hein? Lunaire, je pense que c'est trop généreux. Okay. Trop gentil, c'est trop gentil. On sait autre chose. Chelou en français. En bon français, louche, chelou. Ouais, il y a un petit peu de ça, Freddy Loki, mais effectivement, c'est quasiment impossible. On a quoi d'autre? On a malsain. C'est une dimension, hein. C'est clair que c'est une dimension, c'est plutôt le côté creepy dont tu parlais pour J.D. Vance, mais il y a une dimension de bizarre et de malsain. C'est là qu'on voit qu'en fait il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence pour le Québec est autant attaché à juste titre à la langue française, il n'y a pas d'équivalence, hein. Et Sylvie Payette de Montréal qui nous dit weird, c'est étrange, mais avec une pointe de négatif dedans. Chelou, il y a il manque un rien négatif. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il manque un côté négatif. Donc c'est pour ça que pour l'instant, désolé à nos amis québécois, mais la meilleure définition de weird, c'est weird et c'est weirdo, c'est bizarre, étrange, effectivement. On fait une pause de quelques secondes et on se retrouve tout de suite. Et je voudrais que tu nous parles dans la prochaine partie de l'émission sur
les aspects négatifs qui peuvent se retourner sur Kamala Harris. On se retrouve tout de suite après. Voilà, nous revoilà pour cette émission de la chute et vraiment merci d'être aussi nombreux au rendez-vous. Je sais qu'on est face à une concurrence terrible, mais formidable aussi en termes de Jeux Olympiques avec un nouveau succès tricolore. Je ne vous dis pas qui c'est parce que si vous ne regardez pas, je ne veux pas venir vous gâcher ce plaisir-là, mais en tout cas, bravo à lui, bravo à Teddy plutôt, c'est vraiment extrêmement, ça fait plaisir de voir cette France qui gagne très souvent lorsqu'on parle de la France à l'étranger. C'est lorsqu'il y a des problèmes et c'est bien aussi de voir que le sport a cette capacité-là de faire parler d'un pays pour des raisons positives. Et donc voilà, c'était ma petite parenthèse tricolore, mais c'est important de le dire. Donc dans la dernière partie de ta chronique, tu vas sur une direction en disant voilà, si Kamala Harris veut battre Trump, elle va devoir faire face à un certain nombre d'épreuves. Donc, on a vu des défis par rapport au calendrier, par rapport à ses choix, sa définition. Mais par exemple, tu expliques que, et ça c'est une forme de prédiction, mais c'est une prédiction auquel je suis assez d'accord, en parlant de la manière dont les médias la traitent aujourd'hui, mais vont la traiter demain. Tu peux un petit peu nous expliquer ce que tu veux dire par là? Oui, OK. Alors donc, comment les médias la traitent aujourd'hui, la traiter demain? Mais en passant, je m'oblige, je suis obligé de faire une petite parenthèse au sujet des Olympiques. Hein. Les choses se passent très bien. J'espère que la scène est propre, là, parce que moi-même, je suis un nageur en eau libre et j'attends avec grande impatience l'épreuve d'eau libre dans la Seine. Honnêtement, j'aime mieux les lacs chez nous que l'idée d'aller nager dans la Seine, mais aussi, ben, ça m'a même rappelé une anecdote qui permet de comprendre la différence entre le mot weird et le mot creepy. Et par exemple, vous vous souvenez de cette fameuse cérémonie d'ouverture de vos beaux Jeux Olympiques? Ben, votre petit bonhomme en bleu, je pense que c'était légitime de l'appeler weird, mais pas creepy. C'est pas mal. Dit, C'est pas mal. Il était très, très étrange et bizarre, oui, mais pas épeurant. Ah, ben, non, ouais, non, c'est pas mal vu. C'est assez juste, ta petite parenthèse est approuvée. C'est très, Ma c'est petite c'est très parenthèse, c'est bien. aussi et en passant, le mot peut fort bien aller à droite, à gauche, un peu partout. Là, il faut pas penser qu'il y a un monopole d'un côté ou de l'autre. Maintenant, vous me parlez les défis à venir et peut-être qu'il faudrait répéter la question là, parce que j'étais un peu Je te distrait, mais parlais du traitement des médias. Ce que tu laissais entendre, ouais, c'était que il y allait avoir un changement et qu'elle allait devoir faire face à ce défi en parlant justement de ses anciennes interviews, etc., etc. exact. Euh, Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs dimensions à la question des médias. Premièrement, jusqu'à maintenant, les médias ont été relativement positifs, favorables et n'ont pas été très agressifs envers Kamala Harris. Ça risque de changer, ne serait-ce que pour cette fameuse règle de l'équilibre, hein? Parce que les médias américains se sentent obligés au nom de quelques formes de notion abstraite d'impartialité ou d'équilibre, de couvrir également les aspects négatifs d'un candidat et de l'autre. On se souviendra des fameux courriels de
de Hillary Clinton, qui, si on regarde les choses comme il faut en termes historiques, c'était quand même une anecdote. C'était pas si important que ça, mais on leur a accordé tellement de poids parce qu'il fallait couvrir du négatif à peu près autant pour un que pour l'autre. Maintenant, cette tendance des médias américains à vouloir équilibrer la couverture, Mme Harris va en être victime tout autant que tous les adversaires de Donald Trump l'ont été, puisque Donald Trump, c'est une couverture négative en permanence, puisque tout ce qu'il fait est sujet à être présenté comme quelque chose de négatif. Et donc, il faut aller chercher du négatif de l'autre côté pour garder l'équilibre. C'est une façon de concevoir l'objectivité et l'impartialité qui me semble un peu étrange, pour ne pas dire le mot qu'on utilisait tantôt. Souvent, par exemple, on me dit que ma propre interprétation de ce que fait Donald Trump n'est pas objective, puisque je le traite pas pareil comme les autres. Ben, je le traite pas pareil comme les autres parce qu'il est pas pareil aux autres. Et donc, cette tension, cette tendance des médias d'équilibrer, de forcer l'équilibre entre deux candidats, Madame Harris va en être sujette, elle va en être victime, c'est à peu près certain. Autre chose, quand je disais, si on regarde dans le passé, ces expériences d'entrevues médiatiques n'ont pas toutes été géniales. Elle a parfois été mise en boîte par des intervieweurs qui l'ont questionnée de façon un peu serrée. Peut-être que c'était en fonction d'une certaine insécurité à cause qu'elle était la deuxième, elle était la vice-présidente et donc elle se devait une certaine réserve ou quoi que ce soit. Peut-être, c'est une interprétation peut-être un peu généreuse, mais certaines de ces entrevues passées étaient vraiment mauvaises. Et donc, est-ce qu'elle va retomber dans ce genre de piège-là? Je ne sais pas, mais il est à peu près certain que lorsque les médias auront l'occasion de lui tendre ce genre de piège-là, on va voir. Et ça va venir. Il va y avoir des... Et d'ailleurs, c'est un des. Je me promène énormément sur les réseaux, qu'ils soient télévisés, mais surtout les réseaux sociaux de la droite américaine, et c'est un de leurs grands espoirs que elle soit exposée comme une espèce de fraude, cette fameuse coquille vide que tu décris dans ta chronique. Le fait qu'elle soit exposée comme une espèce de fraude lors d'interviews, et on va entendre cette pression grandissante, comme on l'a vu avec Joe Biden, de dire il faut qu'elle réponde à une interview, il faut qu'elle réponde à une interview. L'interview qui va être principalement utilisée dans les jours prochains, vous pouvez aller la voir, elle est sur YouTube, c'est une interview qu'elle a fait avec le journaliste Lester Holt il y a quelques années. Je pense aussi, comme tu le dis, c'est que il y avait soit un petit peu d'inexpérience, soit la difficulté d'exister dans l'ombre d'un président en étant vice-présidente, c'est-à-dire que c'est une position qui est extrêmement difficile. Et mon sentiment, je peux me tromper, c'est que de se retrouver sur le devant de la scène, c'est quelqu'un qui performe mieux en étant au devant de la scène que complètement en arrière. Mais tu as raison. Cette volonté de dire voilà, il faut qu'on donne autant d'attention négative à l'un que l'autre va faire que cette espèce de lune de miel qui a débuté il y a maintenant 10 jours avec les médias, à un moment, elle va changer. Il faut s'attendre à ça. Mais je pense que du côté de sa campagne, on a déjà incorporé cette idée. Bon, c'est certain qu'on l'a anticipé. C'est certain que on va trouver une façon. Il va falloir, par exemple, qu'elle se soumette à des conférences de presse. Il va falloir qu'elle se soumette à des situations moins scriptées, si vous voulez, là, qui soient
qui la rendent un peu plus vulnérable et un peu plus apte aussi à démontrer qu'elle est capable de faire face à la musique. Et je pense que ça, c'est inévitable. Ça comporte des risques, mais aussi des opportunités, des occasions. C'est-à-dire que oui, il y a des risques, mais aussi des chances qu'elle puisse bien faire. On ne sait jamais. On va voir. Et donc, ça fait partie de l'incertitude, mais ça fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure. Il semble que l'autre côté n'est pas tout à fait soumis au même genre de critères, là, mais oui, on va devoir la soumettre à un certain nombre d'épreuves. Jusqu'à maintenant, elle s'en tire bien. On verra si ça va continuer. Et il reste que pour ce qui est juste de l'équation mathématique là, du nombre de votes, je sais que vous en avez beaucoup parlé avec mon ami Jean-Marc dans les 2 dernières émissions où il a passé. Et cette équation-là, elle est assez bien définie, c'est-à-dire que Donald Trump a cette espèce de plancher, plafond autour de entre 45 et 47%. Donc, son vis-à-vis ou son opposant, son opposante maintenant démocrate, va devoir aller chercher des votes qui autrement n'iraient pas voter ou encore voteraient pour un candidat de tiers parti. Pour le moment, il semble qu'on puisse envisager qu'elle puisse le faire parce qu'elle est allée chercher, par exemple, on voyait que dans le sondage de Jean-Marc et dans d'autres que, en passant, je connais Jean-Marc depuis très longtemps. On est très, on est pas proche, mais on a collaboré à toutes sortes de choses dans le passé. Mais ce qu'on constate, c'est que ces électeurs, Harris, elle va les chercher beaucoup plus au tiers parti que Trump. Et lorsque, par exemple, on ajoute le RFK Jr., là, de Robert F. Kennedy Jr., il va chercher maintenant une grande majorité des électeurs qu'il va chercher, il va les chercher à Trump. Et ça, c'est important. On verra comment ça va se traduire. Maintenant, juste un dernier mot par rapport à la science politique, au sondage, puis aux facteurs qui pourraient vraiment faire bouger cette marge entre les 2 candidats et favoriser un ou l'autre. Il ne faut jamais négliger tout ce qui va affecter d'ici septembre-octobre le coût de la vie. Donc, le pouvoir d'achat des Américains. Si dans les 2 prochains mois, soudainement, les Américains se disent « Ah, les taux d'intérêt baissent, le coût de l'essence baisse, je suis maintenant plus capable de faire mon épicerie la confiance qui pourrait venir avec un taux de chômage très bas pourrait se répercuter vers une reconnaissance que l'administration Biden-Harris a quand même pas été si mal que ça. Cette réalité économique, c'est le principal point à observer pour être capable de comprendre comment va pouvoir se déplacer cette marge dans les prochaines semaines. Je suis d'accord avec toi et c'est aussi un des avantages d'être même si elle n'est pas le candidat sortant, elle l'est par défaut, c'est que il y a un certain nombre de manettes économiques, entre autres par rapport au prix de l'essence, l'utilisation de réserves américaines, etc., qui peuvent jouer en sa faveur. Ce calendrier aussi est extrêmement important. Souvenez-vous, je pense que c'est un avantage, y compris par rapport à ce moment où les médias vont revenir sur du traitement négatif de Kamala Harris, c'est que dans la réalité, il reste plus que 95 jours de campagne. C'est beaucoup, mais c'est très très peu. Et donc, c'est ce qui peut aussi limiter ou agrandir, on peut se mettre dans les 2 positions, les impacts d'une erreur, etc. C'est que plus son départ
est positif dans ces 10 derniers jours, et ce qui va arriver tout à l'heure lorsqu'on parlait de Josh Shapiro, c'est aussi un des points à sa faveur, c'est qu'il ouvre, en parlant de vision, il ouvre vers le centre en termes d'électorat, d'aller chercher les électeurs des troisième partis, les indépendants qui sont une majorité désormais aux États-Unis et les républicains modérés. Josh Shapiro apporte ça, ce que n'apporte pas par exemple un Tim Ross du Minnesota. Et donc les signaux sont à son avantage. Mais comme tu viens de le rappeler, ces 95 jours, il va se passer d'autres événements. L'économie est évidemment à surveiller. Il peut y avoir d'autres choses. Elle peut chuter, mais en tout cas, elle est bien partie. Pierre, pour terminer, on a des questions. On a 2 questions de la part de nos spectateurs. Donc, on voudrait partager avec toi. Donc, vas-y Thomas. La première question, est-ce que la première victoire de Trump, donc on revient en 2016, est-ce que la première victoire de Trump est due au dégoût de la politique et qu'aujourd'hui c'est un retour d'intérêt à la politique qui donne l'avantage à Kamala Harris? J'hésiterais de faire ce genre de grande généralisation, hein, parce que, encore une fois, la victoire de Trump, elle a été très marginale. Et c'est pas tout le monde qui ont voté pour Trump, et même c'est une minorité d'Américains qui ont voté pour Trump. Il faut toujours s'en rappeler. Par contre, elle a été un indicateur que dans une partie de la population, il y avait, parler de dégoût de la politique. Moi, j'ai plus tendance, et William, qui a lu mon livre, voit que je reviens souvent sur ce thème-là. C'est pas tant le dégoût de la politique qui a été le problème qui a engendré le phénomène Trump, c'est beaucoup plus le cynisme. C'est-à-dire que le fait de regarder la politique en disant « Oh, les politiciens, ils sont tous pareils. Les politiciens, ils sont tous des menteurs. Donc, qu'est-ce que ça peut changer que Trump mente tout le temps? Puisque les politiciens sont tous des menteurs. » Évidemment, oui, les politiciens font toujours un peu de maquiller la vérité. Tout ça, ça fait partie du jeu et tous ceux qui étudient la politique ou qui s'y intéressent le comprennent. Mais ce que Trump est venu ajouter comme dimension, c'est beaucoup plus ce cynisme qui est vraiment omniprésent, selon lequel ça ne change rien qui est au pouvoir. Aussi bien avoir quelqu'un qui va nous gueuler, qui va gueuler constamment, et qui va paraître fort, qui va même avoir l'air qui va avoir l'air de Trump finalement, que des politiciens qui prétendent faire des choses, puisque les politiciens, on peut pas leur faire confiance de toute façon. Et donc, ce cynisme, à mon sens, est vraiment le trait marquant des années Trump. Est-ce qu'il est complètement disparu? Non, puisque les républicains ont reconduit Trump à l'investiture et il est resté. Et même, ça devient une espèce de gage de succès dans une certaine mesure à l'intérieur du Parti républicain que de s'alimenter à ce genre de cynisme. Et on regarde des personnages comme Marjorie Taylor Greene ou Lauren Boebert ou peu importe, qui deviennent, qui s'alimentent à ce cynisme-là et qui en font une marque de succès. Et les électeurs qui regardent ça se disent, hey, pourquoi je devrais accorder ma confiance à quelqu'un qui a des solutions concrètes, puisque ça ne peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Et aussi bien voter pour des gens qui sont là pour casser la baraque et donc tout démolir pour reconstruire à nouveau. Mais reconstruire avec quoi? Reconstruire comment? Bon, personne nous dit vraiment. Mais c'est une attitude qui est assez ancrée dans une bonne partie de l'électorat, surtout à droite, mais un peu aussi à gauche et à l'extrême gauche,
aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Je pense que les Français qui nous écoutent peuvent fort bien faire des parallèles. Ça a été ça, le grand mal des années Trump. Ça a été le cynisme. Ouais, non, je suis d'accord avec cette analyse-là et c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que tu es en train de définir en fait, c'est le secret du succès des mouvements populistes, hein, ça dépasse les États-Unis. Mon sentiment, alors peut-être je suis trop optimiste, c'est que ces réflexes de cynisme, d'attaque en permanence sur n'importe quel sujet de la société, cette politique de l'outrage, me semble un peu dépassée en 2024 et tout à l'heure on en parlait de la manière dont elle peut incarner ce changement. On verra ça. Deuxième question, Thomas. Elle arrive de Sylvie justement. Avec Clinton, ils avaient eu beaucoup de temps pour s'organiser. Avec Kamala, ils ont eu l'herbe coupée sous les pieds. Non, on en revient sur ce calendrier. Donc, je vais te reformuler la question différemment. Est-ce que tu estimes que ce calendrier resserré, donc il reste 95 jours, 35 jours avant l'envoi des bulletins de vote pour le vote par correspondance en Caroline du Nord, le Michigan va commencer à voter en octobre, donc ce sont des États clés, tout ça, c'est important. Est-ce que tu as le sentiment que ce calendrier resserré est un avantage ou un inconvénient ou n'a pas d'importance finalement pour Kamala Harris? Je pense que ça ne change pas grand-chose parce que, de façon générale, les efforts organisationnels sur le terrain des campagnes démocrates ne seront pas vraiment affectés par le changement à la tête du ticket démocrate. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui étaient déjà engagés dans la campagne démocrate sur le terrain pour faire des opérations de sortie du vote, des opérations d'enregistrement des électeurs sur les listes électorales, ce qui est très important de s'assurer que dans tous les endroits où on sait qu'on a un bon potentiel de mobiliser la clientèle électorale d'un parti, il faut s'assurer que tout le monde est bien inscrit sur les listes, s'assurer que tout le monde a la capacité d'aller voter, de les aider à se trouver les moyens. Tout ça, c'est des opérations dites sur le terrain. Et ça ne changera absolument pas. C'était déjà bien enclenché. Les démocrates avaient une avance sur les républicains parce que les républicain comptent sur... Bon, les démocrates jouent un peu un vieux jeu politique, c'est-à-dire un jeu politique qui est beaucoup plus local, beaucoup plus engagé dans les communautés et au niveau des districts électoraux, alors que les républicains vont jouer un jeu beaucoup plus large au plan national. Et de ce point de vue-là, leur campagne du côté des républicains a été vraiment prise de court parce qu'ils avaient orienté toute leur campagne nationale sur une opposition à Joe Biden, sur le fait que Joe Biden était faible, vieux, donc qu'elle n'allait pas durer les 4 prochaines années, etc. Et là, on se retrouve avec une toute autre équation et je pense qu'ils n'ont pas encore vraiment reformuler leur message de façon efficace et ils ont manqué toute cette période où normalement cette redéfinition, c'est-à-dire c'est vraiment un coup stratégique de la part des démocrates d'avoir fait ça après leur convention, puisqu'ils ont tout défini le message de la convention en fonction d'une lutte contre Joe Biden et tout ça s'est effacé, tout ça c'est à recommencer et de plus en plus, on se pose la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment capables de se définir autrement? Est-ce qu'ils sont vraiment capables de se trouver un angle d'attaque? On peut en douter même du fait que, par exemple, dans les derniers jours, quel est l'angle d'attaque qu'a choisi Donald Trump pour réorienter sa campagne? C'est la carte raciale. Il attaque littéralement, Kamala Harris de façon qu'on pourrait
associé ou apparenté à du racisme en attaquant sa biracialité, par exemple. Et là, il fait, il en appelle aux Noirs américains de douter de l'africanité de l'identité de Kamala Harris. Et ça marche pas. Et en plus, parmi ceux qui voient la politique différemment, qui voient les relations raciales différemment, et j'ose espérer que ça commence à rejoindre une majorité de la population américaine, les gens sont fort probablement en train de réagir à ce message-là en disant mais on s'en fout qu'elle soit fille d'immigrés. Tant mieux, c'est une belle aventure américaine, c'est une belle histoire américaine, qu'elle soit issue d'un père jamaïcain et d'une mère indienne et qu'elle se soit donné cette identité-là, tant mieux. En passant, le Québécois un peu cynique en moi va dire oh, on fait beaucoup d'efforts, par exemple, pour cacher le fait qu'elle a vécu les années formatrices de sa jeunesse, de 12 à 18 ans, à Montréal. Et jamais on va dire à Kamala Harris, jamais on va l'entendre dire « je viens de Montréal ». Moi, c'est drôle parce que quand on me pose la question d'où je viens, je réponds, ma réponse est toujours « je viens de l'endroit où j'ai passé les années de 12 à 19 ans, c'est-à-dire Sherbrooke. C'est les seules années que j'ai passées à Sherbrooke, mais je dis je viens de là parce que c'est là où j'ai passé mes années formatrices. Mais Kamala Harris, on oublie Montréal, c'est fini. Oui, et en plus, tu as pour conclure sur ce sujet-là, c'est que il y a 2 jours, les Républicains ont enfin décidé de l'attaquer sur ses années formatrices au Canada, et c'est J.D. Vance qui a fait ça, mais il a accusé d'avoir vécu à Vancouver. Donc, pour dire comment, en ce moment, la campagne républicaine va mal. D'ailleurs, ça va être le sujet, la deuxième partie de l'émission. Écoute, Pierre, je voudrais vraiment te remercier de nous avoir donné plus que 45 minutes, encore une fois. C'était notre délai, on s'est dit on va faire 45 minutes et finalement, ça a été bien plus que ça. Je vais inviter évidemment tous les spectateurs de la chute à aller te suivre sur X parce que tu parles de la politique américaine au quotidien et donc c'est un point de vue qui est extrêmement intéressant et évidemment à se précipiter sur ton livre L'Amérique sous tension, c'est les éditions du Journal qui encore une fois n'est pas simplement une collection de chroniques écrites depuis 2015, il y a un enregistrement, un arrangement thématique et cette volonté importante de replacer tout ça dans le contexte et ça dresse ensemble un portrait très juste, mais vraiment très juste, de cette Amérique sous tension, de cette Amérique divisée que l'on vous décrit ici à la chute. Donc n'hésitez pas, faites-vous ce cadeau pour votre été, l'Amérique sous tension. J'ai regardé hier sur Internet, je ne sais pas s'il est disponible en France, mais il est disponible au Québec et disponible en librairie. Choisissez toujours une librairie indépendante pour aller acheter vos livres, donc l'Amérique sous tension. Merci Pierre, on se revoit bientôt. Je pense, merci. En fait, il est probablement disponible. Il y a une librairie à Paris qui s'appelle la Librairie du Québec ou quelque chose, un nom qui ressemble à ça. Et les livres publiés au Québec sont toujours disponibles par l'entremise de cette librairie-là à Paris. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres occasions là, de parler de la campagne en cours de route. Et ça m'a fait plaisir de passer un peu plus que 45 minutes, même si, comme vous voyez derrière moi, c'est pas juste les Olympiques qui sont en concurrence ici, c'est un beau vendredi après-midi ensoleillé d'été. On n'en a pas beaucoup, alors je vais aller en profiter tout de suite. Merci beaucoup, William. À bientôt. Oui, Pierre, bye bye.